maintenant à Madame Élisabeth Doineau pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, dans son discours du 13 septembre 2018 de lancement de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Président de la République a annoncé son intention de rénover en profondeur le système des minima sociaux afin de permettre une égalité des chances réelles pour nos concitoyens. Cette priorité se traduit cette année par la progression de 6,7% des crédits de la mission Solidarité, Insertion et égalité des chances. Cette augmentation est portée par l'évolution de l'AAH, mais surtout par l'accélération de la revalorisation de la prime d'activité. À l'issue de la concertation grand public relative au revenu universel d'activité, l'analyse parlementaire de cette mission budgétaire revêt un rôle plus que jamais central. Le programme 157, Handicap et dépendance, regroupe les crédits consacrés à l'allocation aux adultes handicapés. Ceux-ci sont en hausse de 2,5 par rapport à 2019, portant l'enveloppe à 12,2 milliards d'euros. Toutefois, le projet de loi de finances pour 2020 ne prévoit qu'une augmentation maîtrisée de 0,3% de cette allocation. Il convient donc de rester vigilant sur ce point. En effet, il ne faudrait pas que cette sous-revalorisation devienne la norme et déclenche un décrochage du pouvoir d'achat de ces allocataires pour les années à venir. Par nature, l'AAH emporte de nombreuses spécificités. Ainsi, nous sommes très réservés à l'égard de son absorption dans le futur revenu universel d'activité. Concernant le programme 304, Inclusion sociale et protection des personnes, il permet de mettre en œuvre la politique de lutte contre la pauvreté. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d'affecter 9,5 milliards d'euros à la prime d'activité, soit une hausse de 10% par rapport à la LFI pour 2019 et de 70% par rapport à 2018. Comme l'a souligné fort justement notre rapporteur pour avis, la prime d'activité est ainsi devenue une dépense majeure de soutien du pouvoir d'achat des travailleurs les plus modestes. De plus, l'augmentation de 52% de son taux de recours est une très bonne nouvelle. Si nous souscrivons aux objectifs de simplification, le passage au revenu universel d'activité est censé se faire à enveloppe constante. Dès lors, cette hypothèse peut-elle être crédible si elle s'accompagne d'une augmentation du taux de recours ? Par ailleurs, cette ligne budgétaire traduit également votre ambition pour la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté. Cette stratégie inclut la création d'un service public pour l'insertion et vous lancez actuellement une expérimentation territoriale. Je salue cette initiative qui permet de tester grandeur nature et de corriger un futur déploiement national. Cependant, les départements qui s'y engageront demandent à être rassurés sur un point. Ces nouvelles dépenses doivent sortir des accords de Cahors, qui limitent l'évolution des dépenses de fonctionnement de 1,2% par an. Parce que les dépenses des départements n'ont pas faibli, et même s'ils ont signé pour un grand nombre cette convention, ce contrat avec l'État, il se trouve qu'aujourd'hui, s'ils se lancent dans de nouvelles expérimentations, ça veut dire des nouvelles dépenses. Et s'ils sont contraints par justement cette limite des 1,2%, c'est très ennuyeux pour eux. S'agissant de la situation des mineurs non accompagnés, je réitère aujourd'hui ma demande d'une vraie prise en charge de cette compétence par l'État en raison des difficultés des départements à y répondre. En dépit de l'augmentation des crédits consacrés à l'accueil des mineurs, le problème réside plutôt dans le fait que les départements n'arrivent pas, d'une part, à proposer des solutions d'hébergement satisfaisantes pour ces jeunes et, d'autre part, à accompagner les psychotraumatismes subis par ces jeunes. Sur ce dernier point, il me semble urgent de multiplier les centres ressources pour des prises en charge thérapeutiques, individuelles et parfois collectives, avec des compétences de psychocliniciens. En réalité, les crédits proposés ne sont qu'une aide ponctuelle et ne répondent pas aux problèmes de fond. Enfin, je regrette que le programme 137, relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes, soit reconduit en 2020 dans un montant similaire à celui de 2019. C'est pourquoi je soutiendrai l'amendement présenté par notre rapporteur pour avis, Philippe Mouiller, tendant à rétablir à un niveau légèrement supérieur à celui de 2019 les crédits de cette aide financière. Pour conclure, tout en espérant que le Gouvernement entendra ces points de vigilance, le groupe Union centriste votera les crédits de cette mission. Je vous remercie de votre attention. Merci. La parole est à Madame